Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Mes amis, les chats et les chiens américains sont sauvés. Yes, yes, yes. Écoute, il y a beaucoup de gens qui ont de l'air toton un peu à matin. Il faut se le dire. Là. Ils ont l'air totons, ils ont l'air surpris, ils ont l'air dépressifs, ils ont l'air agressifs aussi. Vous connaissez les règles du jeu. Le candidat qui remportera au moins 270 électeurs est celui qui sera élu à la présidence des États-Unis. Vous trouverez ici une carte interactive qui vous permettra de déterminer le gagnant de chaque État et celui qui atteindra ou franchira, selon vous, le chiffre magique. L'heure est donc venue de faire vos prédictions et de les défendre dans la section des commentaires de ce blog. Quelle est ma prédiction? Ma boule de cristal ne me permet pas encore de deviner qui l'emportera dans 4 États, Pennsylvanie, Géorgie, Caroline du Nord et Nevada. Selon mes prédictions préliminaires, Kamala Harris obtiendra donc au moins 251 grands électeurs contre 224 pour Donald Trump. Le suspense demeure entier en ce qui me concerne. En attendant, je vous conseille de vous méfier des sondages menés à l'extérieur des bureaux de scrutin que les médias commenceront à vous diffuser sous peu. Richard est dessus hier soir sur son blog. Ben, il s'est pas mouillé. Il s'est pas mouillé. Y avait-tu peur de se mouiller? Hein? Il est-tu dans la catégorie à Jean-Marc Léger, lui? Le gars qui sait, qui dit de la bullshit, mais qui fait attention la veille de l'élection de pas trop avoir l'air fou? Incroyable. C'est fascinant. En tout cas, moi, je suis content de ce qu'on a fait, Frank. Je vais te le dire. On a fait un show spécial pour nos prédictions. On s'est mouillé. J'ai eu tort, ou en tout cas, je semble avoir tort sur un aspect évident. La Chambre des représentants risquerait d'être dans les mains de Trump. C'est quasiment cané. On avait prédit la bonne tendance, c'est-à-dire la victoire de Trump. On avait prédit que les États du Sud allaient évidemment être très probablement tomber dans le giron de Trump. On avait dit aussi qu'il y avait besoin d'un seul État ce qu'on appelle le Blue Wall, donc Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, pour gagner, alors qu'Harris avait besoin des 3 dans l'état actuel de la carte. Ça, on avait raison sur ça. Ce qu'on n'a pas prévu, c'est jusqu'à quel point la force... En fait, ce qu'on n'avait pas prévu, puis en fait, c'est ce qu'on a dit hier très clairement. Il y a une possibilité qu'encore une fois, comme en 2020, en 2016, le vote Trump soit sous-estimé et qu'il y ait une prime à l'urne de 2, 3, 4 %, ce qui a effectivement été le cas encore une fois hier, ce qui montre encore que les maisons de sondage sont pas capables de cerner comme faut le vote républicain. Et en plus de ça, ils ont surestimé Harris d'1 %, ce qu'ils n'avaient pas fait avec Biden. Donc, ça l'a doublement modifié la carte. Donc, on avait dit qu'il allait avoir le Sénat, c'est fait. On avait dit qu'il allait gagner, c'est fait. La Chambre des représentants, moi, j'y donnais pas ou j'étais pas sûr. Toi, moi, je le donnais aux démocrates. Toi, tu le donnais aux démocrates. Donc, ça, là-dessus, notre prédiction n'était pas target. Moi, je me suis trompé de 2 États sur la carte parce que j'avais vu la tendance des derniers jours qui pointait vers le Michigan et le Wisconsin pour Harris. Finalement, cette tendance-là a été, à moins qu'on renverse des résultats, là, mais pour l'instant, en fait, Trump ramasse tous les swing states. Écoute, il y a des surprises, mais ce n'est pas des grosses surprises dans cette campagne-là. La carte que vous avez à l'écran, là, c'est l'état actuel des choses à 8h34 le matin quand on tape, OK? Fait qu'évidemment, quand vous allez écouter à midi, ça va avoir changé. Il y a des États, il y a des résultats qui vont changer d'ici là. Les grands électeurs, vous voyez, ne sont pas tous comptabilisés. Encore une fois, Nevada, Arizona semblent très pénibles à sortir des résultats. Ouais. Une chance pour Donald Trump qui n'a pas besoin de ces États-là pour gagner. Michigan. C'est extrêmement pénible à comptabiliser les votes dans ces États-là. C'est incroyable. Le Maine n'est toujours pas fini de compter. Là.
Alors que du côté de la Floride, ça a été vite, là, ça a été vraiment efficace. Donc, il y a un manque d'uniformité, puis ça, c'est normal parce que chacun des États a ses propres règles, ses propres méthodes. Mais je veux dire, Nevada puis Arizona, il faudra qu'ils s'enlèvent les doigts du nez. À un moment donné, ça commence à avoir l'air fou, je pense, en 2024. Chambre de représentants, c'est probablement ce qui est le moins clair pour l'instant, malgré que les odds sont très en faveur d'une chambre républicaine. On est au-dessus de 80% là, présentement des probabilités que ce soit une chambre républicaine. Mais il n'y a pas beaucoup de flips à date. Il y a comme 5 flips du côté républicain, 2 flips ou 3 flips du côté démocrate. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a bougé pour l'instant et il y a une tonne de sièges encore en lingo, on pourrait dire. Mais 182 à 218, c'est quand même un long shot, mettons, là, pour... C'est pour ça que les marchés penchent plus du côté de Trump. C'est ça, il en manque 14 représentants là, pour l'instant à Donald Trump. Fait que normalement, ça devrait se faire du côté des républicains. Là, on va se ramasser avec une présidence de Donald Trump avec la Chambre haute, la Chambre basse, la Cour suprême aussi, qui est une tendance plus républicaine. Un gars qui n'est pas un outsider cette fois-ci. Il a de l'expérience. Il a 4 ans d'expérience en politique, ce qu'il n'y avait pas en 2016. En 2016, il y a eu carte blanche pendant 2 ans et il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Il a fait une couple d'affaires, mais il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Et en plus, une grosse partie des représentants, pas démocrates, mais républicains, lui étaient hostiles, ce qui n'est plus le cas en 2024. Fait que là, on va avoir la vraie présidence de Donald Trump avec des coups des franges, avec plus d'expérience, avec une équipe un peu plus solide. Tu sais, le gars qui était Steve Bannon à l'époque, tout ça, c'était un peu weird. Là, il arrive avec des gens quand même solides. Là. Il y a des Vivek Ramaswamy dans l'équipe. Il y a des Ted Cruz qui sont bien en place, bien en selle. J.D. Vance qui est solide comme vice-président, qui va être extrêmement utile. Fait que là tu es vraiment dans une position où est-ce que ça va aller. Il y a aussi Gabbard aussi, que les gens aiment beaucoup. Ça va être une présidence extrêmement différente de ce qu'on a vécu en 2016. Il arrive aussi avec des gros conflits à régler. Elon Musk, il ne faut pas l'oublier, avec le Department of Government Efficiency. Je l'avais scrollé hier. J'aurais dit, vous allez rire, il va arriver avec son lavabo. Puis c'est lui-même qui a mis ça sur son compte Twitter. Mais parlons-en des mimes. Parlons-en des mimes, parce que ça, c'est la chose la plus spectaculaire de la campagne. On en a glissé quelques mots hier dans notre podcast. Juste avant que tu termines là-dessus, que tu continues là-dessus, Yann, la chose, en fait, que personne ou presque avait prédit hier, puis on s'attendait tous, moi, c'est ce que j'ai dit un matin dans ma chronique à la radio, c'est moi, dans ma tête, je me disais, quand la Californie, l'Oregon et Washington va dropper, on va voir le vote populaire basculer en faveur d'Harris, comme c'est généralement le cas pour les démocrates. Et finalement, ben là, en date de ce qui est compté présentement, Donald Trump a toujours maintenu son à peu près 4,4 millions d'avance au vote. En fait, c'est 5 millions qu'ils ont en ce moment d'avance. Donc, on est à 71 370 000 votes. Là, au moment où moi je parle là, sur la plateforme de CNN, c'est ça les chiffres qu'on a. 66,2 pour Kamala Harris. Ça, là, c'est un affaire que personne n'avait vu venir. Ben, les marchés mettaient une probabilité que ça arrive. Mais vous comprenez, si vous suivez n'importe quel agrégateur de sondage, n'importe quel intervenant, personne ne prédisait que Trump allait avoir 51% du vote populaire. Présentement, on est à 51,47,4, donc une avance de 3,6% pour Donald Trump. On va vous montrer les derniers sondages de toutes les firmes et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe tranquillement. Si on grossit ça, on va parler un peu en background. Donc, Atlas, Intel, Trump, +1. Taille, Harris +2, Taille, Harris +4, Taille, Harris +2, Harris +1, Harris +2. Rasmussen, qui devient la firme, encore une fois, la plus précise, et encore là, il sous-estime Trump. On est à 49,46 pour Rasmussen avec un Trump +3. Ça va finir normalement 51,47. Donc, assez près pour Rasmussen quand même. Le Wall Street aussi. Là.
Wall Street Journal, plus 3 également en faveur de Trump. CNBC, Fox News, qui sont à plus 2. Mais overall, l'agrégateur donnait Harris plus 0,1. Elle perd par 3,6 % pour l'instant. Peut-être un peu moins parce qu'il reste beaucoup de votes démocrates à dépouiller en Californie quand même. Mais on est dans une prime à l'urne pour Donald Trump de 2 à 3 % facile. Encore une fois, il y a très peu de sondages qui mettaient Trump en avance. En fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur un total d'une vingtaine. Seulement 6 le mettaient en avance et seulement 2 le mettaient dans une zone qui faisait en sorte qu'ils avaient un résultat qui était précis. 2 films dont sondage ont été précis aux États-Unis. C'est une catastrophe pour les films de sondage, cette affaire-là. Et quand tu regardes les agrégats, Yann, on a à peu près les mêmes. Tu vois, 538 donnait Harris, Nate Silver donnait Harris, Decision Desk est une des 2 qui donnait Trump très serré. Sabatos donnait Harris, The Economist donnait Harris, Election Daily donnait Harris, CN Analysis donnait Harris à 308. Les autres c'était saucé solide. Le Daily Mail donnait Trump, Kirsten donnait Harris et Race to the White House donnait Harris. Et notre propre Canada 338, dans le fond, qui était la première firme d'agrégateur avec un modèle de prédiction, selon Jean-Marc Léger, à mettre Harris gagnante avant les autres. Yann, donc, ne s'est pas avéré. Combien de fois, Yann, j'ai dit dans notre conversation privée que je ne comprenais pas les prévisions de Canada 338. Je vous l'ai dit au moins 10 fois. J'envoyais des sondages où tu voyais au national... Parce que tout le monde le sait là, depuis 2016 qu'un sondage au national avec Trump à plus 0,1 ou plus 1 d'avance, c'est quasiment impossible si la tendance de la prime à l'urne se maintient, qui gagne. Puis tu voyais Canada 338 avec son scénario qui systématiquement mettait Harris gagnante. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne comprends pas leur modèle. Je la comprends pas. Et... je veux dire, nous autres, là, on est supposément 2 caves qui font des podcasts sur Internet. Excuse-moi, là, on était plus sur le bullseye que 90% des gens qui parlent de politique américaine dans les médias. Puis oui, on se fiait aux betting odds parce que les betting odds avaient un bon historique et le fondement mathématique derrière ça est beaucoup plus solide que certains avancent. Mais encore une fois, on va répéter ce que tu as dit à Moret ce matin. Les gens, plutôt qu'essayer de comprendre c'était quoi, parce que je vous jure, avec tous les commentaires que j'ai reçus sur ces probabilités-là, là, je vous le jure que les gens ne comprennent pas comment ça marche. Okay? C'est une grosse partie des gens. Nous autres, on a essayé de faire un gros travail d'éducation avec le monde pour expliquer comment ça fonctionnait. Je pense que ça s'en venait quand même pas pire vers la fin. Mais quand on a commencé à parler de ça, sérieusement, c'était affreux les types de commentaires qu'on recevait. Les gens n'avaient aucune idée de quoi on parlait. Mais la plupart des gens, quand ils voyaient ces sites de prévision-là, dans le fond, mettre Trump gagnant d'élection et même d'avoir comme scénario le plus probable un Republican sweep, ce qui semble être le cas présentement. Ce qu'aucun agrégat de sondage présentait comme un scénario possible. Là, tu regardais les marchés prédictifs, tu disais, OK, eux autres price ça à 45-48 %, finalement, flip de coin. Là. Exactement. C'était le scénario le plus probable était le Republican sweep. Il y a juste les marchés prédictifs qui avaient ça dans leur carton. Puis finalement, c'est ça qui avère. Tu sais. Mais la quantité de marde qu'on a reçue par rapport à ça, de gens qui nous disaient « Hey, ça n'a pas d'allure, c'est de la crypto, les Russes sont en arrière de tout ça. » Oui, le complot. Les gens, au lieu d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, tombent dans le complot. Ben, continue de tomber dans le complot, continue de faire comme si ça n'existait pas, comme si c'était de la merde. D'autres, on va continuer à l'utiliser. Puis comme ça, les soirs d'élection, là, on va avoir l'air moins fou que Radio-Canada, puis on va avoir l'air moins fou que TVA. OK? Fait que si vous voulez du monde qui comprenne un peu plus c'est quoi qui se passe, puis qui se fie sur du data un peu plus solide que juste les émotions de Pierre Martin, là, ben, vous pouvez peut-être essayer de venir sur des plateformes que ça. Les gens pensent qu'il y a de la désinformation sur les médias alternatifs, mais je vais vous dire une affaire, là. Ici, là, est-ce que vous avez senti qu'on festoyait hier? Puis, yes, notre Trump, il a gagné. Puis, pas en tout. Les seules festivités qu'on avait, c'est quand on voyait le meltdown de l'autre côté des médias traditionnels. Mais Christy, il semblait surpris des résultats, mais genre,
genuine, là, vraiment surpris. Pour vrai, là, ils n'avaient pas vu venir une victoire de Trump. C'était pas dans leur carton. Ils n'avaient même pas pensé à la possibilité que c'était probable. C'est hallucinant. C'est incroyable. Ça, pour vrai, je pense que c'est le bout qui est le plus ridicule là-dedans. Là. Écoute, là, on lit tout un matin. Là. Les États-Unis sont trop misogynes pour avoir une femme. Les États-Unis sont trop racistes. Hey, arrêtez, là. Arrêtez. Je veux dire, ils ne peuvent pas être trop racistes. Un des meilleurs présidents à avoir battu un républicain d'une manière assez évidente, ça a été Barack Obama dans les dernières années. Là. Ben oui. Arrêtez-moi le racisme. Là. Ah non, arrêtez. Là. Faites juste arrêter. Là. Puis Kamala, là, elle a fait un moins bon score qu'Hillary. Arrêtez là aussi. En fait, on y reviendra après, mais juste en attendant, parce que moi, je suis un être généreux. Et je veux dire, j'essaie de penser aux autres. Donc, premièrement, ceux qui sont en meltdown, faites-leur un câlin, écrivez-leur, dites-leur que vous les aimez, envoyez-leur, je sais pas, faites-leur un bouillon de poulet, quelque chose. Des fois, quand on file pas un bon bouillon de poulet, c'est bon pour l'âme. Et pour tous les gens aux États-Unis qui nous regardent, Robert De Niro, Tom Hanks, toute cette gang-là. Et les 50 Domiens qu'on a vus dans le Journal de Montréal, le gars qui vend de la poutine là, en Floride en essayant de convertir les gens à Kamala Harris et le gars qui parle plus à ses voisins dans le Michigan ou je ne sais plus trop. Ready for Canada. Donc, vous avez le code QR au bas de l'écran. Si vous voulez vous sauver au Canada parce que vous avez peur du monsieur jaune-orange et que ça va être la fin de la démocratie, vous les contactez. Donc, plus sérieusement, là, vous comprenez, c'est une blague, je l'ai faite hier, je la refais, je la trouvais trop drôle. Là. Mais si vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin pour de la main-d'œuvre, vous êtes quelqu'un qui veut venir vivre au Canada ou vous êtes déjà là en tant que résident, ou vous êtes fait une blonde en voyage, vous voulez qu'elle vienne vivre ici, peu importe. Là. Ready for Canada, c'est un service clé en main pour les demandes d'immigration. Ils vous aident avec votre documentation et ils font la représentation légale pour vous. D'ailleurs, ils viennent de re-signer avec nous, donc on les remercie pour ce support-là. Évidemment, Ranch Brand aussi, notre commanditaire, partenaire de maintenant de longue date maintenant, on va dire comme ça, tout près d'un an. Donc, on le remercie pour les super vêtements que Ranch Brand fait. Donc, utilisez votre code promo et profitez-en sur le site de ranchbrand.ca. Écoute, la une, man. Qu'est-ce que c'est ça? C'est incroyable. Danger à la Maison-Blanche. Rappelle-toi ce qu'on avait eu. Enfin, un vrai président. Enfin, un vrai président avec Biden. Il ne savait même pas trop il était où. Monsieur était sénile, là. Ouais. Joey, je pense qu'on a quelques audios et / vidéos à faire jouer si tu veux rentrer. Donc, on a la déclaration de Trump. Parce que hier, Kamala Harris devait faire un gros party, tout ça, et tout le monde attendait qu'elle arrive sur le stage. Finalement, ils ont envoyé un gars, puis le gars est arrivé, il a juste dit Kamala, elle sera pas là à soir, elle va vous parler demain. Puis il est reparti. Le Bourbon, il rentrait au hier, c'était Wine Mom solide, d'après moi. Ce qui était drôle, c'est que le live sur la chaîne YouTube de Kamala Harris, c'était marqué « Kamala Harris return to Alma Mater, truc University ». En gros, c'était comme l'université qu'elle avait étudiée. Puis là, j'étais comme « Hey, c'est de la fausse représentation. C'est de la fausse représentation. Elle s'est jamais pointée. Fait qu'elle est retournée nulle part. » Mais écoute, je l'ai, la code du spokesperson. Fait OK, alors, passe-nous ça. OK. On y va. From the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. So thank you. We believe in you. May God bless you. May God keep you. And go HU and go Harris. Thank you all. C'est pas. Creepy, ça. C'est pas le grand enthousiasme. Parce que nous autres, on ferme la shop, il est 11h30 à peu près hier soir. Ouais. Ça nous apparaissait
évident que c'était fini pour Harris. Il restait à peu près 2 à 3% de chance qu'il rentre. Là. C'était le Hail Mary tout simplement incroyable que ça lui aurait pris. Et ils n'ont pas été prêts à concéder à ce moment-là. Là, il va falloir qu'ils concèdent aujourd'hui. C'est plus qu'évident qu'il va falloir qu'ils concèdent aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. Puis, tu sais, la bonne nouvelle, c'est que, tu sais, je pense que ça va bien se passer. Là. Il n'y a pas eu d'athlète. Tu sais, il y en a qui croient là, qu'Hitler vient de rentrer au gouvernement. Là. Alexa Lavoie nous en a parlé un peu hier à New York City, mais tu sais, ça doit être juste les plus saucés. Là. Je peux pas croire qu'il y a une grosse partie du peuple. Sur le panel de CBC anglophone hier, c'était carrément ça. C'était encore Hitler. Ah là, justement, il faut définancer CBC. Passe-nous tout le stock, là, Joey. Là. La réaction de Trump, on a une coupe de meltdown aussi. Oui, je vais vous montrer ça à l'instant. Mais c'est ça, il y a plusieurs quotes, mais c'est celle-là, je pense, qui était la meilleure de son discours hier. Je vous la mets à l'instant. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Ah non, c'était ça tout le long. Là. C'est drôle parce qu'à un moment donné, il parlait d'Elon, puis tout le monde était content. Puis il parlait quasiment de sa rocket qu'il a fait descendre. Il a parlé pendant genre 3-4 minutes. C'était juste drôle. Yes. Ah non, c'est fou. Mais il y a plein de... C'est ça. Il y a plein eu de meltdown, de trucs spéciaux hier. Écoute, je vais commencer avec le local. Je vais faire un shout-out. C'est Vidoc qui a fait ce montage-là hier dans la nuit. Mathieu Bock-Côté s'est insinué dans le panel de TVA hier. Il s'est inséré. Oui, il s'est inséré. Il s'est inséré et c'est ça. En gros, il explique finalement que là, il va falloir arrêter de traiter tous les Trumpistes de morons, tout ça. Mais le plus drôle, c'est le montage. Je me trompe, à ces heures-là, Mathieu Bock-Côté, en France, il est en train de dormir normalement. Oui, normalement, il dort. Là. OK, ouais, le matin. C'est ça, vers 2 h du matin, ça commençait, les émissions de morning commencent tranquillement vers 6-7 heures pour eux autres. C'est 6 heures de différence. Fait que ça va comme suit. J'évoque un animateur prestigieux de la radio-télévision fédérale canadienne qui a dit d'Elon Musk, c'est un stupide de toute façon, ça m'intéresse pas ce qu'il dit. Pour moi, mais c'est une figure importante, là, je veux pas le nommer, je veux pas manquer de respect. Pour moi, c'est représentatif du mépris, et je pense qu'il faut juste pas sous-estimer à quel point le mépris de la caste médiatique pour ceux aux États-Unis, pour les républicains, pour la droite, entre guillemets, pour Trump et ceux qui se représentent en lui, ce mépris est un carburant pour les Trumpiens, les Trumpistes. Il faut pas sous-estimer qu'à parler globalement, souvent, des Trumpistes, de ceux qui étaient proches de lui, de Trump lui-même, comme une collection de débiles profonds, ou de racistes, ou de xénophobes, ou d'extrême droite, eh bien, une partie de l'électorat en a, franchement, ça claque, de cette espèce de mépris toujours reconduit. Là, cette fois-là, il est préparé pour exercer le pouvoir, et il est dans une logique, puis on verra ce que ça donne, mais il est dans une logique où il veut changer l'orientation véritablement de Washington. Donc, ça donne à la fois Musk, on dit, je reviens sur lui un instant, Musk, certains disent c'est seulement son intérêt personnel, mais on peut croire aussi qu'il s'oppose vraiment, tout le monde, il a mis ça au cœur de sa campagne, aux restrictions sur la liberté d'expression que promettaient les démocrates. Et là, lui, il en a une conception maximaliste de la liberté d'expression. Il s'est engagé là-dessus. La fameuse révolution woke aux États-Unis, plusieurs considèrent que c'est formidable, ça va de soi, c'est normal, Emmanuel l'évoquait sur la question des trans. Beaucoup d'Américains considèrent que ça va pas de soi. Et on peut multiplier parmi les appuis qui sont ralliés à lui ces derniers temps, des gens qui considèrent que ce qui va de soi pour une bonne partie de l'élite ne va pas de soi pour la population. Donc là, je pense que le grand effort des prochains jours, c'est d'essayer de comprendre ces électeurs en n'ayant pas un préjugé négatif à leur endroit, en se disant qu'ils ont peut-être même raison de penser ce qu'ils pensent. Ça veut pas dire qu'on leur donne tort. Mais qu'on cherche à mieux comprendre. Mathieu. Jean-Marc, vas-y. Ouf. Tu sais, il est sacoche, Mathieu, là, avec ça. Là, mais les... Target. Les close-up, sérieusement, c'était magique. Les close-up de la face de Jean-Marc Léger, de Luc Lavoie, d'Emmanuel Latraverse sont malades. Mais t'as l'impression que dans leur tête, ça fait... Lui,
c'est l'architecte Appellado. Il dit, je peux pas le ramasser, mais j'aurais tellement le goût de dire présentement que c'est un cave. On dirait que c'est ça qui est écrit dans leur face. Là. Il est fucking intouchable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, ouais. Et là, sur les autres chaînes de médias, je pense qu'il y a des meltdowns qui sont commencés. Ah oui, écoute, je vais vous présenter celui. Ça, c'est le panel de ce matin de MSNBC avec notre cher Joe Sharp as a Tack Scarborough. Oh! Ah, c'est merveilleux, mesdames et messieurs. We still have an electorate, 70 million plus, that will be voting for a man who said he was going to assassinate for treason the chairman of the Joint Chiefs because he didn't support him on January the 6th, who has said just in recent days he was going to execute Liz Cheney with a firing squad, 9 guns pointed and shooting at her face. A man who has said that he was going to shut down CBS because he didn't like how they edited an interview. A man who said he was going to be a dictator from day one. A man who said he was going to terminate the Constitution. A man who said he was going to use the Army and he was going to use the National Guard on his political opponents. I literally could go on all day. And yet you talk to Trump voters and they'll go, he didn't say that. Wait, no, I didn't hear him. And then you say, well, here's the quote. And then they'll go, yeah, he didn't mean that. So there's something far more long-lasting than just Donald Trump, the candidate. There is a sort of Russian embrace of disinformation, a radical devaluing of truth over the last 9 to 10 years, and a complete ignorance on civics and what the term Madisonian democracy even means, what checks and balances even means, what judicial review even means, what the rule of law even means. How do we as a nation, even post-Trump, how do we reach those Americans who apparently didn't go to civics class, apparently didn't learn the basics of this Constitution, and have just been overwhelmed with disinformation over the past 9 years? Continuez de vous enterrer, ma gang de morons. On va pisser sur votre tombe quand votre chaîne va fermer. Continuez. Oui, mais ce que Mathieu Bock-Côté parlait, là, c'est une synthèse. C'est une synthèse. C'est au lieu de dire, hey, je pense qu'on s'est planté. Sérieusement, OK, Trump, le gars, il est saucé à côté. Là. On le nie pas, mais tabarouette, pour que gagner le vote populaire, il a un landslide, le plus grand comeback. Même Jake Tapper à CNN l'avouait hier à Anderson Cooper. Il dit, écoute, même le comeback de Richard Nixon s'approche même pas de ce que Trump a fait à soir. Puis arriver avec être borné de même, continuer à répéter les mêmes mensonges qui ont été débunkés time after time after time. C'est pas important. C'est ça la mais c'est. Ils sont rendus irrelevant, carrément. Mais ce qui est fucké le plus là-dedans, c'est le gars commence son intervention en énumérant une série de mensonges. Ouais. Carrément. Parce que c'est tout et tout est dans la subtilité. Quand il dit « a guy who promised to be a dictator on day one », c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « a dictator for one day ». Il y a une différence en disant, de dire dans une conversation, si je t'ai élu, là, je vais être un dictateur pour un jour, sous-entendu, je vais faire plein d'affaires la première journée, puis just watch me. Et quand je vais être élu, dès le jour 1, je vais être un dictateur. Si vous savez comprendre la langue, là, ça ne veut pas dire la même affaire. L'histoire de président américain, c'est quasiment c'est signé genre 36 000 executive orders dans une journée. L'histoire de Liz Cheney, c'est un mensonge qu'il dit. Puis là, fait que là, il commence son intervention en débitant une longue série de mensonges. Puis après, il dit, là, on est près avec des Américains qui croient pas ça. T'as beau le montrer, la citation, ils disent que c'est pas vrai. Ouais, mais c'est parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, je veux dire. En fait, ils sont nostalgiques d'une époque où est-ce que ça fonctionnait. Les médias sont... Ou qui étaient au pouvoir, justement. Non, mais il y a une époque où ça fonctionnait, Joey. Dans le temps que les réseaux sociaux n'existent pas, puis que cette structure-là n'est pas là, ça fait pas si longtemps que ça. 2006-2007, c'est là qu'on voit commencer à apparaître les réseaux sociaux. Avant ça, ça n'existe pas. Il y a un filtre journalistique entre les politiciens et la populace. Cette époque-là, ils en sont nostalgiques parce que quand ils faisaient des tweaks de réalité comme ça, les seuls qui pouvaient les attaquer, c'était Fox News de leur côté, qui eux autres aussi faisaient leur tweak de réalité, chacun dans leur coin.
Mais les réseaux sociaux, ce qu'ils ont fait, c'est que ça l'a explosé d'une manière très démocratique, la surveillance de ces élites médiatiques-là. Évidemment, il y a de la crap sur ces réseaux sociaux. Moi, les gens qui sont là et qui disent « Ah, les alternatifs vont remplacer entièrement les traditionnels. » Non, ça n'arrivera pas. C'est une tendance. C'est une tendance, mais ça n'arrivera pas. Et dans l'alternatif, il y a des affaires louches en sacrement. Là. Il y a des bouts qui sont vraiment gênants dans le média alternatif. Là. Soyons-en conscients. Oui, mais il y a aussi... gênant au mainstream. Tu sais. Oui, exactement. Mais il y a aussi vraiment du bon stock qui est fait dans l'alternatif. Ouais, et plus souvent qu'autrement, le debunking de ces médias traditionnels-là qui ne sont pas équipés intellectuellement pour y faire face et qui ne sont pas habitués à ça, parce qu'ils sont encore dans la vieille nostalgie. C'est pas les plus jeunes chroniqueurs qui agissent comme ce monsieur-là. Là. Raphaël Jacob n'est pas de même. C'est les plus vieux chroniqueurs qui sont comme ça. Parce qu'il y a été une époque où ce qui pondaient leur papier, ils pondaient leur chronique, puis à ce soir, tout ce qui s'occupait, c'était dans quel 5 à 7 je vais aller creuser une petite pitoune de 20 ans plus jeune que moi. Là. Oui, puis il y a une époque où les politiciens et les médias pouvaient profiter du fait qu'on n'avait pas accès, comme tu dis, Yann, à l'information qui nous permettait de vérifier. Hier, même CNN, en fait, avant hier, même CNN a sorti un article parlant du double discours qu'entretenait Kamala Harris sur Gaza. Et là, en gros, quand tu étais dans l'État de New York, je me souviens plus des États qui étaient nommés, mais bref, dans un État, elle arrivait et elle disait « Oh oui, Israël a le droit de se défendre, puis les États-Unis vont toujours être derrière Israël, tout ça. » Elle arrive dans l'État d'à côté pour continuer sa campagne. « Ah, c'est terrible ce qui se passe à Gaza, puis c'est épouvantable. » Ouais, mais on vous voit sur Internet, on n'est plus en 1970 que le politicien qui arrive au Lac-Saint-Jean peut dire une affaire, à Montréal dire le contraire, puis on le saura jamais. Vous êtes filmé, vous êtes enregistré. C'est le comportement d'un enfant gâté qui vient de perdre son jouet préféré, littéralement. Oui, puis les politiciens canadiens présentement doivent observer comment ça marche. Première des choses, les réseaux sociaux, c'est réel. Vous devez gagner la bataille des memes. Vous devez gagner la bataille des shorts. Votre politicien, si vous travaillez en politique, votre politicien doit produire des clips qui sont courts, qui sont punchés, qui sont spectaculaires. Poilievre, c'est ce qu'il fait avec Justin Trudeau. Si vous fouillez un peu sur les réseaux sociaux, vous allez trouver une tonne de clips de Pierre Poilievre qui est hyper punché en très peu de temps. En moins d'1 minute, il va avoir mis Justin Trudeau en cage carrément. Vous devez faire ça. Vous devez utiliser beaucoup de mimes. Vous devez utiliser de l'exagération pour amener votre point. L'affaire des chats et des chiens et les Haïtiens, j'ai ouvert le show avec ça. Pensez-vous vraiment que je pense sacrément que les chats et les chiens sont sauvés aux États-Unis? Calvaire. À un moment donné, allez-vous comprendre que ce qui fonctionne sur le web dans l'alternatif, c'est la figure de style, c'est l'hyperbole, c'est l'exagération. Mais ce qui est important, c'est d'aller écouter qu'est-ce qui se dit derrière ça. Quand on a fait l'hyperbole sur les chats et les chiens avec J.D. Vance puis avec Donald Trump à l'époque, là, c'était pour mettre l'emphase sur les immigrants illégaux qu'il y avait dans certains villages où est-ce que carrément la population était ensevelie de nouveaux immigrants illégaux carrément, là, qui n'étaient pas habitués de voir des trucs comme ça. Ça rendait des Américains inconfortables. On voulait parler de ça. Si tu parles de l'enjeu comme tel, personne n'écoute. Si tu fais une figure de style avec des chats et des chiens, tout le monde écoute. C'est ça qui se passe en 2024. Vous devez comprendre ça. Ce qui veut dire aussi que si vous faites de l'analyse politique, vous devez vous méfier. Vous devez arrêter de tout prendre au premier degré. Quand un politicien utilise ce genre d'hyperbole-là, vous devez, oui, dire, écoute, attends un peu, là, de quoi qu'il parle, lui-là, ça n'a pas rapport, tout ça. Vous devez être capable d'illustrer ou d'expliquer à la population qu'est-ce qu'il vient d'essayer de faire. Mais en bout de ligne, vous devez quand même parler de l'enjeu fondamental qu'il y a en arrière. L'hyperbole est là pour attirer l'attention. C'est de même, ça marche sur les réseaux sociaux. Et finalement, vous allez devoir vous rendre compte que les Joe Rogan de ce monde, ils ont de l'impact en sacrament. Ah non, hier, je le répète, on a terminé le show à 11h30, puis moi, j'ai continué, je me suis couché à 1h30 du matin, là, mais j'ai continué à suivre, j'écoutais TVA, j'écoutais Radcan. Emmanuel Latraverse est sur le panel de TVA. C'est capoté. Que des chroniqueurs sur un média mainstream disent à quel point l'importance des podcasts comme Joe Rogan, c'est super important. 5 minutes après, j'écoute Radcan, ils parlent de la même affaire, Joe Rogan. Ah oui, ils viennent d'allumer, eux autres-là. Ils viennent d'allumer, eux autres-là, tu sais. Mais les politiciens canadiens vont devoir qu'ils se rendent compte de la chose suivante. Ils doivent faire de la longue entrevue. Ils doivent faire ce format-là. C'est le format que les plus jeunes écoutent. Quand vous voyez des républicains de 27 ans,
vous devez penser que généralement, c'est anormal. Normalement, un jeune de 27 ans devrait être démocrate. Ouais. S'il est rendu républicain, c'est à cause de ces formats de longues entrevues-là qui humanisent le politicien énormément. Là. Exact. Quand tu as une entrevue de 3 heures avec un politicien, c'est que ça l'aide à l'humaniser, ça l'aide à sortir de la grosse guerre dans le jello qui est complètement artificiel. Les politiciens canadiens n'en font pas de longues entrevues. Ils sont pas capables d'en faire, ils veulent pas en faire. Il y en a quelques-uns qui ont osé aller à Peterson, c'est tous des conservateurs. Mais je veux dire, à un moment donné, réalisez que c'est là qu'il faut que vous alliez si vous voulez vous faire écouter par des gens qui sont réellement geeks politiques et qui ont un grand impact dans leur famille autour d'eux. C'est clair. Hey, la dernière chronique de Loïc Tassé vient juste de dropper. Ah non, là, Chris, essayez pas, vous allez m'achever. Veux-tu juste le titre? Je le dis. Trump de retour à la Maison-Blanche. Bye bye démocratie. Juste quand même on l'a assez écœuré au fil des semaines. Je peux bien y donner un bon point ce matin. Le tweet de PSPP, c'est pas mal mieux que ce que Legault, en fait, lui, il n'a pas parlé encore. L'année passée, le soir même, il était comme Kamala Harris, une Québécoise, là, puis il tripait bien raide. À matin, en tout cas, à moins que j'aie manqué les dernières minutes, il n'y a toujours rien écrit. Puis Plamondon lui écrit « La démocratie américaine a parlé. Je félicite le nouveau président Donald Trump pour sa victoire. Le Québec et les États-Unis vont continuer leur collaboration étroite et primordiale. » Hey, la seule chose que Legault a retweeté, c'est que là, Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, a annoncé que l'État de Washington se rajouterait à la bourse du carbone, puis il l'a retweeté en disant « Bravo, Benoît! » Ils sont rendus aussi débiles que le Québec puis la Californie. C'est de weirdo. Fait que bref, c'est ça. Quand même une réaction qui est plus... Non, c'est correct quand même. C'est intelligent comme réaction. Je pense que c'est un peu mieux de GND, de ce que j'ai compris. GND est en meltdown. Il parle du Front national et de Jean-Marie Le Pen. Maroun Boisy dit qu'il est en mode gueule de bois matin. C'est quelque chose. Ça. Lui qui change son tampon. En terminant... Non, mais en terminant, on va... je pense qu'on le mérite quand même pour les auditeurs. Un petit dernier meltdown. On s'en va. Ben ça, je le gardais pour la fin. C'est un peu plus long, mais je pense que ça vaut la peine. Depuis 2016, c'est plus aux États-Unis que ça se fait dans la communauté conservatrice. Il y a une tradition depuis 2016. Le réseau TYT, de Young Turks, avec Cenk Uygur, depuis l'élection de 2016 aussi, qui était en mode meltdown, le coverage, ça a été revu des millions et des millions de fois par les gens plus conservateurs parce que c'est juste trop drôle à voir. Et hier, Cenk Uygur, il a pété sa coche. Fait que j'ai gardé le meltdown qu'il a fait là-dessus. J'évoque un... Non, pas ça. Pas Buck. Une fois, c'est assez. Ça va comme suit. These Democratic leaders are simpletons. They're servants of the donor class. So they go in there, like, oh, donor, give me money, please. And I made an ad. I'm Kamala Harris. I'm full of joy. Okay, well, what did that get you? And they say, oh, Jake, you're too angry. Too angry? What? Does Donald Trump look like he's kind? Does he look like he's in a good mood? I mean, no, people want some sort of reaction from their politicians. They want them to represent them, to fight for them. But that has never occurred to a Democrat outside of Bernie Sanders, and probably we never will. So look, I have no interest in listening to a single Democratic politician ever again. They can go kiss my ass, they can do whatever they want, and we never listen to them anyway, and they hate us because we're right and they're wrong. They're always wrong, and they hate us for being right. Okay, so but they're not going to learn. You have to beat them in a primary. That's your only hope. And so if you say it's super hard to beat them in a primary because of the lying sons of bitches on mainstream media who will smear you to no end, who will fight harder against progressives and populists than Republicans or Donald Trump or anyone else, well, brothers and sisters, nobody said life was fair. So we got to go fight that mainstream media. We got to destroy that mainstream media that is filled with lies on top of lies about how the politicians are so honest and the donors have no control over policy. They have 100% control over policy. Everyone in mainstream media is a liar
who goes, oh, well, here's a bill. Well, I'm not going to talk about the donors at all. I think they're having an ideological debate. Oh, look at that. The donor class won the ideological debate again, but I won't call them the donor class. I won't tell you that it's corporate Republicans and corporate Democrats that are playing good cop and bad cop against you the entire time. So these Democratic leaders are the most useless people on earth. If they're not all fired, the Democratic Party is out of its mind. La suite. Ça, c'est un vrai gauchiste qui est pas content. Il est pas content. On s'en va sur Patreon tranquillement, pas vite. Juste un petit shootout avant. Sérieux, on a eu vraiment beaucoup de succès avec notre soirée électorale. Gros merci aux gens qui ont partagé les liens. Nos chiffres sont malades, là. Pour vrai, là, on a eu des grosses soirées de live du mercredi soir, des choses comme ça. On a eu des grosses soirées de débat. On avait eu une grosse soirée aussi à l'élection de la CAQ, mais là, on a battu tous nos records. On est au-dessus de 22 000 vues présentement pour la soirée électorale. Tout près de 10 000 heures d'écoute, tranquillement, pas vite. C'est vrai. La quantité de commentaires qu'il y avait hier, j'hallucinais. C'était fou. Ouais. Il y a des gens qui droppaient du cash pour parler et intervenir. On a eu 11 intervenants, je pense, dans le live. Fait que, gros merci, c'était vraiment apprécié. Puis on n'aura pas le choix de répéter l'expérience dans les prochaines élections avec Poilievre et Trudeau. Yes, sir.